Pour voir cette vidéo, vous devez avoir, pour comprendre cette vidéo, vous devez avoir vu les deux précédentes. Donc nous avons envisagé le cas dans lequel on présuppose que l'hypothèse nulle est vraie, c'est la courbe rouge. Et maintenant, examinons l'autre cas. Imaginons que notre hypothèse nulle soit fausse. C'est-à-dire qu'il y ait un effet de la manipulation dans la population d'intérêt. Dans ce cas-là, on peut spécifier quel sera cet effet, quelle sera sa taille. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé que sa taille était de l'ordre de 0,3. Alors, on a dans ce cas une autre distribution de la statistique f qui est représentée en bleu. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on observe cette distribution? C'est qu'elle ne ressemble pas du tout à l'autre. La valeur dominante n'est plus du tout 0. Au contraire, cette fois, le f, le plus fréquent, se situe, je dirais, entre 3 et 5,5. C'est là qu'on a les fréquences les plus élevées. C'est-à-dire que si je tire au hasard des échantillons qui proviennent de la population correspondant à cette distribution de f, il y a beaucoup de chances que j'obtienne non pas un f de 0 comme dans le cas précédent, mais un f qui se situe entre 3 et 5. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une valeur seuil du f, au-delà duquel on allait prendre une décision de rejeter l'hypothèse nulle. On peut regarder comment se situe la distribution bleue, donc c'est-à-dire celle correspondant à la fausseté de l'hypothèse nulle et à un effet de 0,30. On peut regarder comment se comporte cette distribution par rapport à cette valeur seuil. On constate, à cette valeur critique plus exactement, si votre échantillon, celui que vous avez tiré au hasard dans votre distribution, eh bien, si le f qui lui est associé se trouve à gauche de cette valeur critique, vous n'allez pas rejeter l'hypothèse nulle, bien que, dans le cas de figure que nous examinons, elle soit fausse. Vous allez commettre donc une erreur dont la probabilité est représentée par l'aire bleutée ici, qui est en fait un faux négatif, ou une erreur de type 2, c'est-à-dire ne pas rejeter l'hypothèse nulle, bien qu'elle soit fausse. Le reste alors de cette distribution, l'aire qui se trouve sous la partie droite ici, c'est la contrepartie de ceci, donc c'est le pourcentage de l'aire qui reste, la proportion de l'aire qui reste, et ça correspond à la puissance. Donc lorsque votre f excédera cette valeur critique, vous allez prendre une bonne décision en rejetant l'hypothèse nulle, et donc plus cette aire est importante, plus votre puissance est importante, parce que lorsque vous tirerez un échantillon de la courbe bleue, eh bien, il y aura d'autant plus de chances que vous preniez une bonne décision. Alors, quelque chose qui est important et que je n'ai pas encore dit, c'est que la notion de p-valeur se réfère uniquement à la courbe rouge ici. La p-valeur, finalement, c'est la valeur correspondant à l'aire qui se trouve à droite du f que vous avez obtenu. Ici, la p-valeur correspondant au f critique est de 3,09. Excusez-moi, la p-valeur est de 0,05 pour le f critique de 3,09. Mais si j'avais par exemple obtenu un f qui se trouve ici, ma p-valeur serait plus petite parce que l'aire de la courbe est plus petite, et inversement, si j'avais obtenu un f qui se trouve ici, mon aire sous la courbe à droite de cette valeur serait plus importante, et donc ma p-valeur serait plus élevée également. Et donc la p-valeur, c'est en quelque sorte la probabilité d'obtenir une valeur de f aussi ou plus extrême que celle qu'on a obtenue
en supposant uniquement que l'hypothèse nulle soit correcte, c'est-à-dire je regarde uniquement la courbe rouge.